Merci pour l'invitation. En fait, j'étais déjà venu ici en 2014, fin 2014 et début 2015, dans le cadre d'égalité et réconciliation, déjà à l'époque, pour parler de la même chose que je vais parler ce soir. C'est-à-dire, en fait, à l'époque, je voulais lancer les ateliers de réinformation. C'est-à-dire en fait des ateliers pour justement essayer de se former aux bonnes pratiques de la diffusion des idées. Je vous invite très fortement à vous renseigner sur la mémétique. Qui a entendu parler de ça? Levez la main. La mimétique? Mémétique. Mémétique, comme une mémé. Ça s'écrit M-E accent aigu, M-E accent aigu. Oui, alors en fait, il y a des applications effectivement sur Internet. Par exemple, ce que le mouvement alt-right avait lancé, la mémétique warfare, en 2016 pour soutenir Trump. Pour participer à la campagne électorale de Trump sur les réseaux sociaux en diffusant des mèmes. C'est ça, c'est du même. J'ai un petit peu de réseau. Ouais, alors est-ce que tu peux taper juste mémétique? C'est pour avoir en fait le nom du fondateur, Richard Dawkins. Voilà, oui, c'est ça, je l'ai, voilà. Ça vient du gène égoïste, qui est un bouquin qui n'a rien à voir avec l'essence humaine, parce que lui, il est plus dans... C'est le darwiniste anglais, lui. Oui, voilà. Bon, j'avais un trou de mémoire, je cherchais son nom depuis 10 minutes. Bon, voilà, merci. Donc, c'est bon. Et donc, Richard Dawkins, en 1976, publie Le gène égoïste, dans lequel il formule une hypothèse, c'est que les idées se diffuseraient de la même manière que les gènes. Donc, il dit que ça va au-delà d'une métaphore, d'une analogie qui permettrait, parce que bon, on peut toujours utiliser des béquilles pour penser, non, il dit non, c'est exactement la même chose. Évidemment, toutes choses égales par ailleurs, et évidemment avec des phénomènes effectivement d'acclimatation spécifiques. Donc, mais globalement, en fait, on peut définir une épidémiologie des idées, c'est-à-dire que les idées se diffuseraient comme des virus et passeraient d'hôte en hôte. Donc il y aurait une logique virale en quelque sorte des idées qui en fait en quelque sorte se diffuserait dans un milieu en fait qui n'est pas un milieu à proprement parler biologique, mais qui serait un milieu sémantique. Et donc en fait en hommage d'ailleurs en fait à René Girard, puisque c'est vraiment un clin d'œil à René Girard, le nom de la discipline que Richard Dawkins fonde, la mémétique, c'est un clin d'œil à la mimétique, et à toutes les recherches que René Girard a consacrées aux rivalités mimétiques. C'est-à-dire en fait, que ce que dit Dawkins en gros, c'est que les idées se répliquent, se diffusent par imitation, pour l'essentiel. Donc par identification, donc en réalité par empathie, donc par confiance. Et là, je viens de vous entraîner sur l'ingénierie sociale. L'ingénierie sociale étant en fait la prise de contrôle des relations de confiance, d'indifférence et de méfiance dans un groupe social. Là, par contre, en ce moment, je fais de l'ingénierie sociale. C'est-à-dire qu'en fait, vous me faites confiance. Donc, je suis en train de pirater vos cerveaux. Littéralement. Puisque, en fait, vous ne pensez pas à dire non à ce que je dis. C'est-à-dire que vous n'avez pas votre pare-feu, vous n'avez pas... je peux m'immiscer en quelque sorte dans votre univers. C'est-à-dire que je peux commencer en fait à travailler sur votre représentation du monde. Bon, si je dis travailler sur votre cerveau, c'est un petit peu, on comprend pas bien ce que ça veut dire. Si je dis que je vais travailler sur votre représentation du monde, ça veut dire qu'en fait, je vais vous influencer, avec des signifiants, au sens lacanien, c'est-à-dire en fait avec des mèmes au sens de la mémétique. C'est synonyme en fait. Signifiant, en réalité l'esprit est structuré par le langage, et donc il a des unités discrètes. L'esprit donc a des unités discrètes qui s'appellent les signifiants, et qui ont plusieurs échelles. Ça peut être un mot, mais ça peut être aussi un slogan. Un slogan, c'est aussi un signifiant. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une unité d'information qui a un impact émotionnel. Et par exemple, si
je peux en fait provoquer des impacts émotionnels, hein, des impacts affectifs sur vous, hein, c'est-à-dire en utilisant les éléments de langage, hein, donc les signifiants, donc les mèmes qui vous plaisent ou qui vous déplaisent. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, l'humain fonctionne comme un chien de Pavlov, hein, littéralement, hein, par conditionnement. Et si je dis, si j'utilise, je sais pas, le mot juif, tout de suite, voilà, non, tout de suite, voilà, donc la pupille se dilate, hein, et puis vous commencez à. Non, mais. Comment dire, Je me déshabille. le pouce accélère, hein, etc. Et enfin, vous commencez à grogner, à baver, etc. Donc voilà. Et, non, mais c'est. Et voilà. Et donc en fait, bon, enfin, si j'utilise en fait les éléments de langage, en fait, qui vous énervent, eh bien, je vais provoquer chez vous, hein, une réaction immédiate. C'est une réaction de conditionnement. C'est-à-dire que vous fonctionnez exactement comme un toutou, hein, mais moi aussi, en fait, hein, qu'on a conditionné. Assis, debout, couché. Bon, vous dites assis, il s'assoit, debout, il se lève, couché, il se couche. Bon, bah, si je prononce le mot juif, vous allez réagir instantanément et exactement comme un toutou à qui on a dit assis, debout, couché et qui le fait. C'est-à-dire avec une réaction comportementale immédiate. Voilà. Et ça vaut pour tout le monde. Alors, c'est pas forcément juif, hein, ça peut être. Il y a des gens, si on vous leur dit musulmans, ils vont réagir aussi de manière exactement comme d'autres vont réagir au mot juif, hein, c'est-à-dire avec une réaction d'agressivité. Donc, c'est salivaire, quoi, en fait. Hein. Après, bon, enfin voilà, en fait, il y a l'éventail en fait de toutes les sensibilités du monde. Hein, donc, il y a des gens qui ont été conditionnés dans l'anti-judaïsme, d'autres qui ont été conditionnés dans l'islamophobie, d'autres qui sont conditionnés dans la christianophobie, d'autres qui sont conditionnés dans. Alors là, depuis 2-3 ans, on nous parle beaucoup du complot chinois. Hein, voilà que, en fait, le virus viendrait du Han, etc. Donc voilà. Donc là, on voit la sinophobie, hein, le péril jaune, hein, qui monte en puissance. Quoi d'autre? La russophobie, évidemment. Bon, ça, oui. Là, on baigne dedans là, depuis quelques mois. Bref, voilà, la francophobie, hein, enfin, je veux dire, voilà, tout ce qui est cancel culture, etc. Bon, vous dites français, par exemple, à tout un tas de gens dans les banlieues, dans les cités, tout ça, notamment autour de la fac de Paris 8, hein, qui développe beaucoup le wokisme. Bon, bah, vous provoquez des réactions salivaires, hein, des réactions de conditionnement comportemental. Et c'est le but, hein, de l'éducation, c'est le but, hein, de la transmission des idées. C'est pas de réfléchir fondamentalement, c'est de conditionner. Et donc, il faut se hisser à ce niveau pour comprendre ce qui se passe dans les universités, pour comprendre ce qui se passe dans les médias. Les médias, le monde culturel n'a pas pour fonction, n'a pas pour finalité de dire la vérité, mais de conditionner les comportements. Mais en fait, la culture en général, hein, la culture en général n'a pas véritablement pour finalité de dire la vérité. Elle a pour finalité de créer du lien social. Et le lien social se crée, hein, souvent, hein, par des clivages fondateurs, hein, c'est-à-dire en fait avec la position d'un ennemi. Donc là, on revient sur les conditionnements, hein, en fait, à toujours trouver un ennemi. Donc je vous renvoie encore à René Girard, hein, puisque bon, il a bien travaillé là-dessus. Hein. Il y a un potentiel d'agressivité à exploiter dans toutes les sociétés humaines, dans tous les groupes humains, hein, y compris ce soir. Il y a un potentiel d'agressivité. Hein, donc si on n'a pas un bouc émissaire, eh bien l'agressivité en fait va monter entre nous. Voilà, donc en fait, le but, c'est en fait de désigner en fait, une manière, enfin un exutoire pour l'agressivité latente dans tous les groupes humains, quels qu'ils soient, en fait. Hein. Je veux dire, 2 personnes dans un ascenseur bloquées entre 2 étages, l'agressivité monte. Tout simplement parce que, voilà, on est anxieux, etc. Le militantisme, ça consiste en fait à trouver un cheminement pour certaines idées, donc pour certains mêmes, à travers cette masse émotionnelle, hein, qui est en fait bourrée, hein, en fait de pièges, hein, et de risques, et surtout qui en fait de toute façon n'échappe pas à des grandes structures, hein, qui sont le bouc émissaire notamment, hein, et qui sont aussi qui peuvent être utilisées dans tous les sens. Hein, donc bon. Enfin, moi, j'ai un petit peu théorisé ça là, sur l'ingénierie sociale avec le phénomène
du triangle de Karpman, par exemple, qui consiste à monter des conflits triangulés, c'est-à-dire en fait à organiser la guerre de tous contre tous. Donc, sachant qu'au bout d'un moment, ça peut même échapper, en réalité, en fait, à l'ingénieur social. Là, je pense que c'est en train d'échapper, en fait. Mais bon, après, on pourra en discuter plus longuement. Mais en fait, ce que je vois maintenant, c'est des phénomènes. Alors, j'ai analysé pendant un certain temps les mécanismes de chaos contrôlé. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a du chaos qui n'est plus contrôlé du tout, qui se retourne contre en fait l'ingénierie sociale, enfin contre les ingénieurs sociaux qui organisaient le chaos contrôlé à une époque, et c'est en train de se retourner contre eux par des effets justement de boucle, de rétroaction. Bon, c'est typiquement de la cybernétique sociale, c'est-à-dire des effets boomerang, des effets de blowback, donc de choc en retour. Donc en fait là, ce que je vois maintenant, c'est qu'on a affaire à 3 sources de chaos. En 2010, quand je publiais Gouverné par le chaos, je ne voyais qu'une seule source de chaos, c'était l'ingénierie sociale du pouvoir, qui faisait la démolition contrôlée et comment dire, qui organisait justement en fait le bordel ambiant. Ensuite, ce que je vois maintenant, c'est qu'il y a une deuxième source de chaos, c'est du chaos spontané, par un effet de baisse du quotient intellectuel. Et donc, en fait, comme le QI est en baisse, c'est incontestable. Enfin, je veux dire, dans le personnel politique est de plus en plus con, mais pas que. Enfin, je veux dire. Et donc, en fait, plus on est bête, et en fait, moins on maîtrise ses émotions. Et en fait, plus le débat, enfin, l'espace social s'hystérise. Ça devient de plus en plus dingue, de plus en plus hystérique. Et puis, maintenant, il y a une troisième source de chaos qui vient en fait là justement de l'opération militaire spéciale russe, c'est-à-dire que bon, toutes les tentatives, enfin les sanctions économiques se retournent contre les sanctionneurs. Donc en fait là, on voit qu'il y a, voilà, qu'en réalité la guerre de l'OTAN, dont l'Ukraine est en champ de bataille, en fait se retourne finalement contre les agresseurs. Et là, les agresseurs, c'est pas les Russes, c'est ce qui, le problème commence en 2014 et même encore avant. Donc l'Ukraine et les pays de l'Est, en fait, ayant été colonisés progressivement par les Occidentaux à la suite donc de la chute du communisme. Donc là, on voit en fait, alors bon, comme la Russie a une grande école de cybernétique sociale, c'est pas très connu, donc ils ont notamment ils connaissent, enfin ils ont une méthodologie. En fait, alors l'ingénierie sociale en Russie, ça s'appelle les technologies politiques. En fait bon, vous comprenez, enfin je veux dire les connotations là, des termes, en fait, c'est comment créer artificiellement des phénomènes politiques. Les Femen, par exemple, d'origine ukrainienne, sont un outil de technologie politique. Et ça a été décrit comme tel notamment par les Russes, mais bon, plus ou moins par les Ukrainiens aussi. Mais bon, il y a un laboratoire de technologie politique à Moscou. Enfin, vous trouverez les sources dans mon bouquin là, sur la guerre hybride de l'OTAN en Ukraine, où ils étudient tout ça. Donc, comment lancer des phénomènes plus ou moins artificiels. Donc ça s'appelle de l'astroturfing, par exemple, sur les réseaux sociaux. C'est lancer en fait des nouvelles tendances et donner l'illusion que ces nouvelles tendances sont spontanées, émergent spontanément, comme si c'était l'expression du désir des peuples. Donc, et donc, en fait, alors, les Russes ont inventé, enfin, le Kremlin, le KGB, je ne sais pas qui exactement, donc une méthode qui s'appelle le contrôle réflexif, réflexive noyé ou upravlenie, qui consiste, en fait, c'est une combinaison de poker menteur et de théorie des jeux. Donc, c'est l'anticipation des coups de l'ennemi, pour soi-même anticiper sur plusieurs coups à l'avance. Et donc, bon, ça, c'est la théorie des jeux, mais combiné au poker menteur et appliqué en géopolitique, et notamment en stratégie militaire, avec la Maskirovka, etc. Tout ça, en fait, ce sont des outils, ce sont des méthodes dont il faut s'imprégner pour bien comprendre une chose, c'est que le militantisme, comment dire, doit absolument s'emparer de la notion de ruse. Bon, l'an dernier, j'ai essayé un petit peu d'implanter le concept de ruse en politique dans le logiciel ER. Je crois que c'est un échec. C'est-à-dire qu'en fait, bon, la tendance spontanée du brave boy moyen, en fait, c'est d'être dans la spontanéité, la sincérité, l'authenticité. Bon, tout ça, c'est de la merde. On arrête avec ces conneries. Maintenant, on devient méchant, on calcule,
hein, bon, et, il va falloir réfléchir en fait à justement à exploiter hein, en fait la confiance, hein, mais à savoir faire monter la méfiance aussi, etc., etc. Donc quelque C'est un part, peu comme un cours de drague en fait. oui, 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 c'est ça, C'est un c'est BD. proche, oui, voilà, oui, oui, non, Draguer le goy. non, mais bon, c'est vrai que voilà, bon, faut sortir un peu là de l'esprit hein, de jeune communiant, quoi. Voilà, ça marche pas de toute façon. Voilà. Donc, et donc bon, enfin, donc l'an dernier, j'ai basé là, tout le cours, enfin de comment dire, la formation là, mensuelle, bon, et puis plusieurs interventions sur en fait hein, donc l'ingénierie sociale, c'est-à-dire la ruse au service de l'utopie. Bon, il y avait une conférence là en Alsace, vous l'avez peut-être vu passer sur le site, hein, donc où j'exposais le texte principal sur lequel euh, que j'ai proposé, enfin que j'ai diffusé. Mais voilà, bon, globalement, donc le militantisme consiste donc en fait à considérer le milieu psychologique hein, comme un écosystème dans lequel on va propager donc des virus, hein, c'est-à-dire des choses hein, qui circulent et qui contaminent un maximum de gens. Donc avec une logique effectivement épidémiologique, sachant que bon, il y a quand même une différence entre le biologique et le sémantique, hein, c'est que le biologique, hein, quelque part, c'est le territoire, hein, c'est le territoire matériel, là où le sémantique, c'est la représentation du territoire, donc c'est la carte du territoire. Et en fait, bon, ça oblige en fait, comment dire, à réadapter quand même pas mal de choses, enfin à repenser pas mal de choses et notamment, comment dire, tous les mécanismes justement d'adaptation à l'écosystème. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, le sémantique, enfin le mémétique, hein, c'est-à-dire la diffusion virale des idées, hein, qui est le but hein, du militant, hein, c'est que ces idées, en fait, contaminent un maximum de monde. On est d'accord là-dessus. Le but, c'est de gagner à la fin. Donc, c'est que tout le monde soit infecté, en quelque sorte. Non, mais voilà, et si on n'a pas un objectif hégémonique, hein, comme disait Gramsci, hein, la guerre culturelle hein, bon, vise l'hégémonie. C'est-à-dire, ça vise en fait à exterminer l'ennemi. L'exterminer totalement, il n'existe plus. C'est-à-dire qu'ensuite on réécrit l'histoire. Et si on n'a pas ça en tête, si on ne veut pas ça, en fait on est déjà mort. Parce qu'en face, c'est le but. Enfin, je veux dire, l'ennemi place la barre très haute. Hein, je veux dire, si on ne gagne pas, en fait, tout ce qu'on a fait hein, sera réécrit ou même, comment dire, tout simplement supprimé de la mémoire collective. Hein, tout sera déréférencé sur Google. Les pages Wikipédia seront supprimées ou entièrement réécrites. C'est l'objectif de la cancel culture. C'est d'en finir totalement, mais y compris sur le plan mémoriel, avec tout ce que les Blancs ont apporté au niveau, enfin, je dirais, en gros, universel, quoi, en fait. Puisque le problème, c'est le blanc, hein, pour le wokisme et la cancel culture. Donc il faut, puis bon, une fois que ce sera fait, que le job sera fait avec les blancs, ce sera avec les autres. Enfin, je veux dire, le but c'est le transhumanisme à la fin, de toute façon. Donc même les juifs vont y passer, hein, et les francs-maçons aussi. Hein, vous inquiétez pas. Donc le but à la fin, c'est la machine, hein, en fait, hein, de toute façon. C'est l'automatisation complète et le. Donc oui, parce que bon, enfin, je veux dire, comment dire, malgré tout. Comment dire, l'Ancien Testament, c'est certes oui, donc ça doit être liquidé, mais enfin, je veux dire, la Bible donc, chrétienne, c'est quand même essentiellement, c'est aux deux tiers du texte juif. Donc de toute façon, le cœur nucléaire, on pourrait dire, de la culture juive, de toute façon, va être liquidé aussi. Tout ça, c'est beaucoup trop humain en réalité. Humain, j'allais faire une référence à Nietzsche, mais en réalité, bon, le malheureux, laissons-le là où il est. Mais non, mais c'est à la fin, de toute façon, bon, voilà, il s'agit en fait d'automatiser complètement en fait le globe terrestre. Et je crois que les gens qui travaillent là-dessus, alors il y a le fameux Yuval Harari, hein, évidemment, donc à l'image en fait hein, du monde dont il rêve, hein, en fait, hein, c'est-à-dire bon, effectivement, il appartient, il coche toutes les cases, hein, c'est les minorités, hein, tout de juifs, homosexuels, véganes, etc. Et en fait, c'est un projet, en fait, effectivement, c'est le projet de minorité active, en fait. Hein, c'est-à-dire, en gros, c'est un projet enfin, non viable, en réalité, pour la majorité.
qui consiste en fait à stériliser la sexualité, enfin stériliser le vivant, et voilà. Donc, enfin bref, nous avons affaire en fait, finalement au capitalisme. En réalité, le capitalisme en fin de course, quoi. Le capitalisme, c'est l'ennemi de la nature. La nature, c'est quoi? C'est la prolifération, hein, c'est la gratuité et la décentralisation. Donc la nature, c'est quoi? C'est la prolifération gratuite et décentralisée. C'est très exactement ce qui fait horreur au pouvoir suprême. C'est la prolifération gratuite et décentralisée. C'est quelque chose qu'on ne contrôle absolument pas et qui en plus est gratuit. Donc, et ça, en fait, c'est très exactement le contraire du capitalisme. Le capitalisme, c'est quoi? C'est la facturation et la centralisation. Et la rareté aussi. Enfin, il faut organiser la rareté. Donc, en fait, si on prend toutes les caractéristiques du capitalisme, on voit que, en fait, chaque point, point par point, ça s'oppose à la nature. Donc en réalité, bon, Yuval Harari, au-delà d'être juif, vegan et LGBT, il est fondamentalement capitaliste. Pour moi, ça reste le problème numéro un. Donc bon, j'ai eu un parcours à l'extrême gauche, mais en fait, finalement, c'est pas moi qui ai changé. Enfin, c'est l'échiquier politique qui a bougé. En fait, c'est en gros l'extrême droite qui est devenue anticapitaliste. En fait, euh, donc c'est pas. Et en fait, aujourd'hui, l'extrême gauche est capitaliste, puisque l'extrême gauche se vautre, en fait, enfin, la gauche en général se vautre dans justement le LGBT, etc. et tout ça. On peut lancer des campagnes d'astroturfing sur les réseaux sociaux. Alors, pour information, j'ai participé à 2 campagnes comme ça, bon, qui se sont soldées par des échecs ou alors qui ont été finalement éventées assez rapidement. Alors, vous vous souvenez peut-être de la campagne Stop Confinement, pendant le confinement, justement. Enfin, le mot dièse là sur Twitter, Stop Confinement. Donc, bon, j'y ai participé avec Monsieur K, et puis merde, le site, enfin merde, zut, Stop encore un trou de Covid, mémoire. Stop Info Covid. Non, c'était en fait, en gros, enfin bon, on avait lancé ça. Il y avait la famille Ackerman là, qui participait, ce qui a donné une petite notoriété là. En fait, c'est des gens qui étaient dans qui avaient fait une émission là de télé-réalité, donc en 2019, si je me souviens bien. Donc, ça a permis de doper un peu la notoriété médiatique de l'initiative. Et puis, donc, le pouvoir s'est senti obligé, malgré tout, de réagir. Donc, il y a eu 2-3 articles dans les médias pour dire que Stop Confinement était un échec. C'est l'effet Streisand. Voilà, c'est tellement un échec que bon, l'Express et le Point sont obligés d'en parler. Bon, c'était assez rigolo. Non, mais ça a marché en fait. Ça a été dans les tendances, dans les trends là, sur la colonne de droite là, de Twitter pendant, je sais pas, 2-3 semaines. Et puis il y avait des étrangers, enfin comment dire, qui réagissaient en anglais. What the fuck, the French are crazy, ou je sais pas quoi. Enfin bon, parce qu'ils avaient repéré que ça venait de chez nous. Donc ça, c'est voilà, donc une initiative. Et donc Tristan Mendès France qui passe son temps à regarder des vidéos, en fait, avait vu, parce que le problème, c'est que bon, comme on n'a pas des gros moyens, en fait, pour s'organiser, on a tout déballé, en fait. Mais dans une vidéo, merde, d'un type qui fait des vidéos avec plusieurs personnes, là. Oui, voilà, c'est ça, voilà. Ah, Nous divergents. Donc en fait, le point de départ, là, on l'avait lancé comment dire, de vive voix, quoi, en fait, enregistré et diffusé dans une téléconférence donc de Nous divergents, ou T4 ou 5, etc. Et donc, et Tristan Mendès France, qui doit passer ses journées à regarder des vidéos comme ça, le pauvre, je le plains. C'est vraiment un job de merde. Il est bien payé. Il y a le bon chez Dan. Oui, La banque derrière. oui, mais c'est quand même un job de merde. Ouais. Et donc, il avait fait un communiqué pour dire, voilà, bon, une campagne d'astroturfing essaye de s'organiser laborieusement sur les réseaux sociaux, etc. Bref, on s'est fait repérer. Donc, ça, c'était en 2020. Donc, et puis sinon, en 2017, toujours aussi avec R, on avait lancé une petite campagne pendant la présidentielle 2017, où en fait, c'était le camarade de Lille, qui était le chef de la section lilloise, qui avait inventé un petit protocole sur Facebook, essentiellement, puisque bon, on n'était pas encore vraiment versé dans Twitter, et puis VK, bon, c'était embryonnaire, donc c'était quasi exclusivement sur Facebook. Et le but, en fait, alors le but tactique, c'était d'avoir un deuxième tour Fillon-Le Pen.
Voilà, bon, autant dire que ça n'a pas été couronné de succès, puisque bon, en face de nous, on avait l'artillerie lourde des médias pour lyncher médiatiquement François Fillon, pour qu'en aucun cas il soit au deuxième tour, puisque s'il était au deuxième tour, il gagnait de toute façon dans toutes les configurations possibles. Et le problème, c'est que le type était littéralement en fait encerclé. Enfin, je veux dire, sa garde rapprochée, c'était quoi? C'était la Manif pour tous. Donc il y avait un gros risque que pendant son mandat, en fait, le gouvernement revienne sur le mariage homo. Donc ça, c'est alerte rouge, hein, évidemment, dans les milieux oligarchiques LGBT. Donc il était hors de question que François Fillon arrive au pouvoir. C'est hors de question, rien que pour ça. Pourtant, le mec était passé par Bilderberg, le gouvernement Sarkozy, etc. Mais non, tout ça, oubliez tout ça. Le type est déjà vaguement pro-russe. Bon, déjà, ça, c'est mauvais pour lui. Et puis en plus, voilà, bon, en fait, la Manif pour tous, en fait, l'avait désigné comme son cavalier, quoi, enfin, son cheval. Donc, depuis 2013, en fait, hein, c'est pour ça que la Manif pour tous, contrairement en fait à ce que dit la légende urbaine, en fait, comment dire, le FN a été exclu physiquement de la Manif pour tous. C'est pas que le FN, enfin que les gens du FN, la Marine Le Pen ou d'autres, hein, ont refusé d'y aller. Non, 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 c'est qu'ils se sont fait virer, manu militari, je le sais de source sûre. Pourquoi? Parce qu'en fait, hein, il y avait un risque, en fait, que justement le FN fasse concurrence à l'UMP à l'époque, et que la Manif pour tous avait désigné son candidat dès 2012. Hein, pour 2017, ce serait François Fillon. Ils étaient sûrs de gagner, et là, ils ont compris, justement, en 2017, qu'il y avait des gens encore au-dessus d'eux. Donc, que c'est pas le MEDEF qui dirige la France, quoi, en gros. Voilà. J'archive tous les articles que je trouve avec des éléments de vérité, mais issus exclusivement des médias de masse. Et c'est toujours possible. Voilà. Et ensuite, alors, donc, moi, je fais ça sur un fichier Word, hein, banal. Hein, comme ça, bon, j'ai en fait mes archives sous le coude. Et en fait, alors, même si, évidemment, au bout de quelques années, hein, le fichier Word, en fait, en caractère 8, il fait 500 pages. Et, donc, voilà, on est un peu perdu, quoi. Mais je vous recommande de faire ça. Et je refuse de donner mon fichier. Non, mais je vous explique pourquoi. C'est parce qu'en fait, à un moment, ça devient labyrinthique. Et en fait, pour vous y retrouver, il n'y a que vous qui pourrez vous y retrouver. Voilà, c'est comme une taupe qui creuse ces tunnels sous la terre. Vous serez le seul à pouvoir vous y retrouver, parce que quand votre fichier en caractère 8 fera 500 pages, il n'y a plus que vous qui pourrez avoir encore peut-être la mémoire, en fait, hein, de tel article que vous avez archivé il y a 5 ans, il y a 6 ans, etc., et sous telle rubrique. Alors, moi, je le structure de la manière suivante, hein, c'est-à-dire que, bon, premièrement, déjà, je mets la date à jour, hein, évidemment, pour qu'il n'y ait pas le même fichier en plusieurs états. Hein, ça peut être un problème. Enfin bon, pour les gens qui écrivent, en fait, parfois, ça m'est déjà arrivé d'écraser un fichier dans un état antérieur. C'était tout le travail d'une semaine qui était anéanti. Enfin bref. Donc pour éviter ça, il faut toujours que ce soit à la date de la dernière modification. Et puis ensuite, vous structurez par rubrique. Et tout simplement, ça peut être, je sais pas quoi, coronavirus, voilà. Et puis là, bon, en dessous, vous stockez, hein, vous mettez les articles avec juste le titre, hein, la ligne, enfin l'adresse URL, ou alors un extrait, hein, parce que parfois le titre est sans intérêt, mais vous pouvez retrouver, hein, dans le chapeau de l'article, ou alors dans le corps de l'article, 2, 3, 4, 5 lignes, en fait, qui, elles, sont intéressantes à exploiter. Donc ça vous permettra d'être, comment dire, performant donc sur les réseaux sociaux, parce qu'après, vous vous contentez de copier-coller. Enfin voilà, il n'y a plus à réfléchir, en fait. Hein. Et puis ensuite, même dans les joutes verbales du quotidien, eh bien, vous savez que vous avez votre base de données. C'est-à-dire que vous avez ça sous le coude. Et même si vous n'êtes pas en état, évidemment, parce que vous n'allez pas vous promener avec ça en permanence, hein, 500 pages, voilà. Non, mais par contre, vous pouvez dire aux gens avec qui vous discutez, non, mais en fait, je sais ce que je dis. J'ai archivé le lien. Donc je te l'envoie. C'est un article de Libé qui dit que les masques ne servent à rien, par exemple. Il y en a eu, hein, si vous vous souvenez, en 2020, voilà. Voilà. Et donc, en fait, alors, directement, vous avez vos infos que vous pouvez copier-coller, balancer sur les réseaux sociaux, hein, voilà, sans réfléchir, hein, vous faites voilà, tic, 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 tic. Et puis ensuite, dans les joutes verbales, où c'est un peu moins mécanique, voilà, malgré tout, vous serez sûr de vous.
si vous avez vos archives, alors, vous serez... ok, merci. Et bien, en fait, vous serez sûr de vous. Hein, vous aurez, en fait, vous pourrez communiquer avec l'assurance de quelqu'un qui a des billes, comme on dit. C'est-à-dire qu'ensuite, vous pouvez dire à la personne, écoute, bon, là, je me balade pas avec un dossier sur le sujet en permanence. Voilà, tu t'en doutes bien. En revanche, si tu veux, tu me files ton adresse email et je t'envoie tout ce que j'ai archivé sur la question. Et là, tout de suite, en face, vous allez avoir quelqu'un qui va comprendre que vous êtes sérieux. C'est-à-dire qu'en fait, on sort de la discussion de comptoir. Voilà, non. Là, on commence en fait à structurer la transmission de l'information. Et déjà, vous allez devenir intimidant. Donc l'autre en face va commencer à se faire un peu dessus. Voilà, parce qu'il va se dire non, mais bon, enfin, moi, je suis pas préparé, alors que en face de moi, j'ai quelqu'un qui s'entraîne en quelque sorte. Et puis, en plus, vous pouvez marquer des points. Parce que si vous avez affaire à quelqu'un d'un peu bête mais de sincère, il va dire ok, d'accord, tu m'envoies, voilà, envoie-moi ce que tu as, voilà. Et puis vous le faites, voilà. Vous lui envoyez 10 articles qui viennent du Nouvel Obs, du Monde, de Libé, du Figaro, voilà. Éventuellement, à la fin, vous en mettez juste un, en fait, qui vient du Courrier des Stratèges ou un truc comme ça. Voilà, évidemment pas égalité-réconciliation, parce que là, c'est tout de suite estampillé, voilà, facho, antisémite, je sais pas quoi. Donc là, donc voilà, bon, vous balancez 10 sources, les plus conventionnelles possibles, justement pour ne pas éveiller la méfiance. Donc faites de l'ingénierie sociale, cultivez la confiance, ou au minimum l'indifférence. Donc l'indifférence, ça veut dire en gros, en fait, que vous avez la couleur du mur, quoi. Enfin, c'est-à-dire que vous n'existez pas. Vous vous contentez de relayer de l'information, mais vous n'existez pas. D'ailleurs, c'est un principe de base dans le militantisme. Dans le militantisme. Alors après, oui, qu'est-ce qu'on veut faire est-ce qu'on essaye d'exister personnellement ou est-ce qu'on essaye de diffuser des idées? Parce que bon, si on essaie d'exister en tant qu'individu ou en tant que structure, en tant qu'organisation, évidemment, oui, il y aura le logo de la sauce, voilà. Mais bon, là, moi, je parle du militantisme en quelque sorte, je dirais furtif, qui consiste en fait à avancer masqué en quelque sorte. Et donc là, ça consiste en fait justement, pour ne pas pour ne pas hystériser le débat, et rentrer dans des confrontations qui, logiquement, se terminent par une engueulade, en fait, et bien, justement, il faut désubjectiver, sortir de la subjectivité, et toujours renvoyer sur des sources extérieures, ou sur une extériorité. C'est-à-dire, en fait, soit des sources de type, justement, médias de masse, soit une source, soit une autorité. C'est pas forcément un média de masse en fait, mais ça va être, je sais pas quoi, un médecin, etc. Alors après, évidemment, les médias de masse se chargent de diaboliser, comment dire, les médecins, les Péronne et les comment dire, les Luc Montagnier, etc. Quoi, évidemment. Mais bon, je veux dire, malgré tout, en fait, là, vous pouvez enfoncer un coin, vous pouvez dire oui, mais attendez, quand même, je veux dire, bon, de toute façon, c'est pas moi qui le dis, en fait, c'est quelqu'un qui est plus qualifié que moi et qui est plus qualifié que toi aussi. Je suis désolé, mon petit gars, là, t'es pas prix Nobel de médecine. Voilà, donc bon, un peu de modestie, etc. Je veux dire, en fait, ce qu'il faut, c'est sortir de toute façon du duel. Ne rentrez jamais dans des duels. Parce que c'est perdu d'avance. Parce que tout simplement, en face, en fait, ils sont plus forts. Je veux dire, c'est David et Goliath, quoi. Je suis désolé, si vous rentrez dans un duel, vous êtes David. Et le problème, c'est que vous n'avez pas la fronde, quoi. Vous avez juste la charge, quoi. Non, mais... Donc, voilà, bon, voilà, je peux arrêter là, si vous voulez.